Lors d'un pique-nique familial, ma sœur a trinqué avec son verre et a dit, à celui qui se pointe toujours, fauché, désespéré, et qui essaie encore d'avoir de l'importance. Mes parents ont ri. J'ai levé mon verre et j'ai dit, au désespéré qui vient de fermer le compte qui finançait ton loyer. Le silence qui a suivi ce toast était magnifique. Et puis, je regrettais déjà d'être allé au pique-nique quand j'ai vu ma sœur décharger une glacière de designer du coffre de la voiture de son petit ami. L'objet coûtait probablement plus cher que la totalité des courses mensuelles d'une famille normale. Mais elle était là, souriant comme une influenceuse lifestyle, la posant à côté d'un panier de pique-nique tressé à la main et d'une couverture monogrammée. Ma mère m'a fait signe de venir sans enthousiasme. Mon père m'a gratifié du même hochement de tête distrait qu'il utilisait toujours pour faire comme si je ne venais pas d'arriver. J'ai posé mon sac de supermarché en plastique sur un coin de la table. À l'intérieur, il y avait un paquet de chips de sous-marque et 2 canettes de soda. Je n'ai même pas essayé de faire semblant que ça m'importait. Le reste de la famille était déjà là, ma cousine Rebecca, qui ne paie jamais pour rien mais qui a toujours les ongles faits, et ma tante Joanne, qui pense que mon prénom est le diminutif d'erreur. Tout cela puait cette chaleur de façade que les familles comme la nôtre arborent quand elles veulent paraître unies en public mais qu'en secret, elles ne peuvent pas se supporter. J'étais le seul qui ne prenait pas la peine de le cacher. Je me suis farci 2 heures de blagues passives-agressives. Ils m'ont taquiné sur le fait que j'étais célibataire, que je ne m'étais pas bien habillé, que je ne souriais pas plus. Ma mère a fait une remarque sur le fait que certains d'entre nous savent comment grandir, et mon père a gloussé comme s'il avait compris la chute. J'ai tout laissé glisser. C'était toujours le même jeu. Il se moque, j'ignore, et le monde continue de tourner. Mais ensuite, ma sœur a décidé qu'il lui fallait son moment. Elle a levé son verre de vin hors de prix et a demandé l'attention de tout le monde. Tout le monde s'est tu parce qu'il savait qu'elle adorait porter des toasts comme si nous étions à un mariage. À celui qui se pointe toujours fauché, découragé, mais qui essaie encore d'être important. Ils ont tous ri. Même ma mère. Même mon père. Pas moi. J'ai pris mon gobelet en plastique bon marché rempli de soda éventé, je l'ai levé exactement comme elle, et j'ai dit, au désespéré qui vient de fermer le compte avec lequel il payait ton loyer. Personne n'a ri. En fait, pour la première fois depuis des années, j'avais toute leur attention. On pouvait entendre un enfant pleurer au loin. Un oiseau, quelque part, s'est envolé en battant des ailes. J'ai regardé le sourire de ma sœur s'effondrer comme une assiette qu'on laisse tomber. Les yeux de ma mère se sont tournés vers mon père, qui fixait son gobelet comme s'il pouvait peut-être se cacher dedans. Je n'ai pas donné d'explication. Je n'ai pas scié. J'ai juste fini mon verre, je me suis essuyé les mains et je me suis levé. Je vais y aller. Personne n'a dit un mot. Ils n'ont pas demandé où j'allais ni si j'allais bien. C'était la magie de cette famille. Je venais de bouleverser leur monde, et ils essayaient encore de faire comme si cela n'arrivait pas. 8 jours plus tard, mon téléphone a vibré. Salut, le loyer est dû. Tu peux envoyer les $1200 habituels? Je n'ai même pas répondu au début. J'ai laissé le message là pendant que j'allais me promener, que je m'achetais à déjeuner, que je lisais un livre et que je faisais une sieste. Puis, des heures plus tard, j'ai finalement répondu « non ». Elle a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. Puis le texto est arrivé. Comment ça, non? Tu es sérieux? Tu ne peux pas simplement arrêter. C'est difficile en ce moment. Ethan cherche du travail. Je suis déjà en retard. Je lui ai dit d'emménager chez nos parents. Ils avaient de la place. Elle a qualifié cela de ridicule et a dit que j'étais vindicatif. Je lui ai dit qu'il était temps pour elle et Ethan de grandir et de vivre selon leurs moyens. Cela ne lui a pas plu, alors elle a appelé nos parents. Le lendemain, j'ai reçu un long message vocal de ma mère. Elle essayait de paraître calme, mais je sentais qu'elle était furieuse. Elle a dit que nous étions une famille, que nous nous aidions les uns les autres et que je prenais les choses de manière démesurée. Je lui ai répondu par texto, si tu es si inquiète, tu peux l'aider, mais ne me demande pas de continuer à payer pour des gens qui me traitent comme un déchet. 1 heure plus tard, mon père a appelé. Alors, tu lui coupes les vivres? Pour de vrai? Je lui ai dit, oui. Et au fait, il ferait bien de s'occuper aussi du prêt immobilier, parce que je ne paierai pas non plus leurs $3400 le mois prochain. Silence, puis un rire. Le genre de rire qui dit, tu ne crois pas vraiment ce que tu entends. Tu n'oserais pas. Mais j'ai osé.
Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris plaisir à regarder le monde basculer à nouveau dans ma direction. Ils pensaient que je bluffais. C'est ce qui rendait la chose encore plus drôle, comme si je n'avais pas payé leurs factures pendant près d'1 an pendant qu'ils agissaient comme si cela leur était dû. Ma mère m'a rappelé 2 jours plus tard, prétendant cette fois vouloir prendre de mes nouvelles. Je l'ai ignoré. Puis elle a envoyé une photo de notre chien d'il y a 10 ans, espérant probablement m'attendrir. Je n'ai pas répondu. Le jour du loyer suivant est arrivé et passé. Ma sœur a envoyé une série de textos, chacun plus dramatique que le précédent. Mason, je reçois des avis d'expulsion. Tu ne peux pas me couper les vivres comme ça. Ça ne me fait pas seulement du mal à moi, ça fait aussi du mal à Ethan. Tu avais dit que tu nous aiderais jusqu'à ce que nous soyons stables. J'ai finalement répondu, vous avez eu 7 mois. C'est assez de temps pour devenir stable. Ou au moins pour déménager dans un endroit que vous pouvez réellement vous permettre. Elle a essayé de me culpabiliser, a dit que j'étais sans cœur, qu'elle pleurait. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait marquer une pause, je vais peut-être devoir rompre mon bail. Nous allons devoir retourner vivre chez maman et papa. J'ai répondu instantanément. Parfait. C'est exactement ce que j'ai suggéré. Ça semble responsable. Elle n'a plus répondu après ça. Mais je savais ce qui lui faisait vraiment peur. Ce n'était pas le déménagement, c'était la honte. Ma sœur avait passé des années à construire cette image d'elle-même, celle d'une personne qui réussit et qui est bien organisée. Vivre à nouveau chez nos parents réduirait cela à néant. Et pire encore, cela signifierait que j'avais raison. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de mon père. Nous venons de parler à ta sœur. Elle nous a parlé du loyer. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je lui ai dit ce qui se passait. J'en avais fini. Il a dit quelque chose à propos de perturber l'équilibre de la famille. Je lui ai demandé de quel équilibre il parlait. La partie où je travaille 70 heures par semaine et où il se moque de moi entre 2 virements bancaires? Puis il a dit que le prêt immobilier était dû dans quelques jours et m'a demandé si j'allais vraiment les laisser en plan. Il s'attendait au moins à un avertissement. Je lui ai rappelé que j'avais donné mon avertissement au pique-nique. Il ne pensait pas que j'étais sérieux. Eh bien, je le suis. Il m'a raccroché au nez. Ce week-end-là, j'ai reçu un texto de ma mère. Tu ne comprends pas à quel point les choses sont difficiles. Nous comptions sur toi. Nous pensions que nous étions une équipe. J'ai répondu, vous ne m'avez pas traité comme un membre d'une équipe. Vous m'avez traité comme un distributeur automatique de billets avec de l'anxiété. Pas de réponse. Les jours suivants ont été calmes. Puis ma sœur a posté une photo en ligne d'elle et d'Ethan en train de faire des cartons. La légende disait, nouveau départ. Mais je pouvais voir que ça la rongeait. Elle était passée d'un appartement moderne en centre-ville à un retour dans sa chambre d'adolescente, et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. À la fin de la 2e semaine, ma mère a rappelé. Cette fois, elle n'a pas pris la peine de faire semblant d'être calme. Alors, tu nous coupes les vivres à nous aussi, sérieusement? J'ai dit, oui. Tu n'oserais pas. Je l'ai déjà fait. 3 mois. C'est le temps que j'avais passé à payer leur prêt immobilier. 3400 dollars par mois. Je le couvrais pour qu'ils n'aient pas à réduire leur train de vie ou à déménager dans un quartier moins cher. Je le faisais discrètement, sans un merci, parce qu'il m'avait dit que c'était juste jusqu'à ce que ton père règle sa pension. C'était il y a 4 mois. Alors, j'ai arrêté. Plus de virements. Plus d'alerte bancaire au milieu de la nuit. Rien. Une semaine après, j'ai appris par un cousin que la maison était officiellement en pré-saisie. Apparemment, mes parents n'avaient jamais dit à personne que c'était moi qui payais. Ils avaient laissé la famille croire qu'ils géraient très bien la situation. Maintenant, tout le monde était au courant. L'ironie était incroyable. Quand je les aidais, c'était invisible. Mais quand j'ai arrêté, je suis soudainement devenu le méchant. Ils ont tous commencé à se retourner les uns contre les autres. Ma sœur reprochait à mes parents de compter sur moi. Mes parents lui reprochaient de m'avoir entraîné dans ses problèmes. Ma mère a dit à mon père que c'était sa faute de penser que je serais toujours le sauveur. Et au milieu de tout ça, j'ai réalisé quelque chose, sans moi, ils ne pouvaient pas fonctionner. Et quand je les aidais, ils agissaient comme si c'était l'ordre naturel des choses. Mais maintenant, ils étaient enfin forcés de regarder ce qu'ils étaient sans l'argent que je gagnais. Et ce n'était pas beau à voir.
Au début de la 4e semaine, ma sœur était de retour chez nos parents. Et on pourrait penser que cela l'aurait rendue humble. Ce ne fut pas le cas. Elle agissait comme si elle leur faisait une faveur en se montrant. D'après ce que j'ai entendu, elle et ma mère se crêpaient le chignon toute la journée, et mon père faisait discrètement des recherches sur les écouteurs à réduction de bruit. Ethan n'est pas resté longtemps. Il a fait ses valises et est parti après quelques jours, marmonnant quelque chose sur « l'espace » et « ne pas pouvoir réfléchir dans cette maison ». Il était passé de jouer à la Xbox dans un appartement en ville à partager une salle de bain avec les 3000 serviettes décoratives de ma mère. Je ne le blâmais pas. Mais la meilleure partie ? Personne ne me blâmait encore. Il pensait toujours que je pourrais céder. Les textos ont recommencé, j'ai juste besoin d'un peu d'aide pour me remettre sur pied. Tu sais que je cherche du travail. Ethan reste chez des amis, mais il essaie aussi. S'il te plaît, maçonne. Je ne peux pas rester ici pour toujours. Non. Je ne l'ai même pas dit avec émotion. Juste le mot. Non. Elle a essayé la culpabilité. A dit qu'elle allait faire une dépression. Que je la punissais parce qu'elle était plus jeune. Que je ne m'étais jamais soucié de la famille de toute façon. Puis ma mère est intervenue. Elle m'a invité à dîner, disant que ce n'était pas pour l'argent, juste qu'elle voulait prendre des nouvelles. Je savais déjà que c'était un appât, mais j'ai accepté. Je voulais voir à quel point la situation s'était dégradée. Quand je suis entré, je l'ai senti instantanément. La maison était plus calme, plus froide. Ce n'était pas une ambiance de dîner de famille chaleureux. On aurait dit une réunion de trêve entre des pays qui étaient déjà entrés en guerre. Ma sœur n'est même pas descendue. La table de la salle à manger avait des factures étalées à une extrémité et 2 barquettes de lasagne réchauffées à l'autre. Ma mère souriait de manière trop crispée. Mon père avait l'air de ne pas avoir dormi correctement depuis des jours. Nous avons échangé des banalités. Ils m'ont demandé comment allait le travail. J'ai donné des réponses courtes. Puis ma mère s'est un peu penchée et l'a dit, « Nous sommes dans une situation difficile en ce moment. Juste pour un petit moment, si tu pouvais aider à nouveau. » Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas laissé emporter par l'émotion. J'ai juste exposé les faits. Vous vous êtes moqué de moi quand j'avais des difficultés. Vous avez fait des blagues sur le fait que j'essayais toujours d'être important. Je payais pour votre maison, son appartement, vos vies. Et vous avez agi comme si je vous le devais, comme si c'était l'ordre naturel des choses. Vous n'avez jamais demandé comment j'allais, jamais dit merci. Vous avez juste supposé que je continuerais. Mon père a essayé de dire quelque chose sur le fait que la famille s'entraide. Je l'ai fait taire. Exactement. La famille s'entraide. Je vous ai aidé, et vous m'avez craché au visage à chaque fois que vous en aviez l'occasion. Ma mère est restée assise en silence. Mon père a détourné le regard. Ce moment aurait dû être gênant, mais je me sentais calme. Puis j'ai dit ceci, j'organise un pique-nique. Juste nous. Dans un mois. Je vous dirai ce que j'ai décidé si je vais aider à nouveau, si cela continue ou se termine pour de bon. Ma mère a hoché la tête comme si elle comprenait. Mon père n'a rien dit, et je suis parti avant le dessert. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour un hamburger, je me suis assis dans ma voiture et j'ai simplement respiré. C'était la première fois depuis longtemps que je ne me sentais pas comme la béquille de quelqu'un. La première fois que je ne me sentais pas coupable de dire non. Et la meilleure partie ? Il commençait enfin à réaliser que je ne bluffais pas. Le mois s'est écoulé plus lentement que prévu. Au début, j'ai pensé que le silence signifiait qu'ils préparaient quelque chose, peut-être une autre manipulation, peut-être qu'ils attendaient juste que je craque. Mais rien n'est venu. Pas de texto, pas d'appel manqué, pas même un des commentaires de pitié classiques de ma mère sur de vieilles photos Facebook, du genre « tu souriais plus à l'époque ». J'ai presque commencé à penser qu'ils essayaient vraiment de passer à autre chose. Puis j'ai reçu un appel de Jérémy, mon cousin, qui savait toujours quand un drame se préparait. « Salut mec, je prends juste des nouvelles. Tu viens à ce petit truc de famille que tu as organisé. » Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas un truc de famille. Je lui ai dit oui. Puis, le lendemain, j'ai reçu un message d'une ancienne voisine. « Salut, ta mère est passée. Elle a dit que tu organisais quelque chose. Elle a demandé si tu avais toujours cette promotion au travail. » Elle semblait curieuse. Voilà, la mise en scène.
Ils faisaient passer le mot comme si j'organisais une sorte de tournée de rédemption, et je savais déjà ce qu'ils espéraient. J'arriverais avec un discours, je m'excuserais d'avoir été dur, puis je proposerais de couvrir à nouveau les erreurs de tout le monde, peut-être même de distribuer des enveloppes. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Alors, j'ai décidé de faire la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, transformer le pique-nique en un salon de l'emploi. J'ai passé la semaine suivante à demander des faveurs. J'ai contacté l'ancien manager de ma sœur, qui se souvenait encore qu'elle séchait ses services. Il ne voulait pas la réembaucher, mais il connaissait une clinique de l'autre côté de la ville qui cherchait désespérément un assistant à temps partiel. J'ai appelé un des anciens collègues de mon père qui gérait les stocks pour un fournisseur de matériaux de construction. Il s'est avéré qu'ils avaient besoin de quelqu'un de fiable pour gérer l'équipement. J'ai même contacté un ami qui travaillait dans une cuisine communautaire où ma mère faisait du bénévolat avant de commencer à dire qu'elle était trop occupée pour y être vue. Le jour du pique-nique, j'avais un dossier d'opportunités adapté à chacun d'eux. Ils sont arrivés sur leur 31, comme s'ils se rendaient à une réunion de famille télévisée. Ma sœur portait une robe à fleurs qui provenait probablement de ses dernières économies. Ma mère a apporté une quiche. Mon père portait des lunettes de soleil même si le ciel était plutôt nuageux. Il souriait et de larges sourires répétés. Le genre qui signifiait une chose, il va plier. Nous nous sommes assis à une table solitaire dans un parc public, juste nous 5. Il n'y avait pas de musique, pas de nappe, juste des sandwichs simples et des bouteilles d'eau que j'avais apportées moi-même. Je n'ai même pas pris la peine d'apporter des chaises pour tout le monde, j'en ai apporté une pour moi. Laissez-les se débrouiller. Après quelques banalités, ils m'ont regardé fixement comme si je leur devais une performance. Et je leur en ai donné une, mais pas celle qu'ils voulaient. J'ai sorti un dossier et je leur ai tendu à chacun un papier. Ma sœur a regardé le sien et a ri, pensant que je plaisantais. Qu'est-ce que c'est ? Un entretien d'embauche. Ils attendent ton appel. Elle a cligné des yeux. Ma mère a demandé si c'était une blague. Mon père s'est contenté de regarder fixement. J'ai tendu à ma mère une candidature pour une cuisine d'organisation à but non lucratif qui avait besoin d'aide pour la préparation des aliments et les événements. Elle faisait ce genre de choses il y a des années, avant de décider que c'était en dessous d'elle. J'ai donné à mon père une offre imprimée d'un type qui avait besoin d'un gestionnaire de stock fiable, horaire flexible, salaire décent, rien de glamour mais stable. Et puis j'ai donné à ma sœur 3 annonces, un temps partiel dans une clinique locale, un poste vacant dans un centre d'appel, et un poste de réceptionniste dans un cabinet dentaire du centre-ville. Ils n'ont rien dit au début. Puis l'explosion est venue. Ma sœur s'est levée et a crié que c'était cruel, que je la préparais à l'échec en la poussant vers des emplois dont elle ne voulait pas. Ma mère m'a traité de condescendant, a dit que je les traitais comme s'ils étaient mes employés. Mon père m'a accusé d'essayer de les humilier. Je les ai laissés finir. Puis j'ai dit, vous avez demandé de l'aide. Ceci est de l'aide. Cela n'a pas été bien accueilli. Ils ont remballé. La quiche est retournée dans la glacière. Les sourires se sont transformés en regards noirs, et ils sont partis tous. Et j'étais là, assis seul à une table de pique-nique avec des sandwichs intacts et un dossier d'offres d'emploi imprimé. Mais je ne me sentais pas seul. Je me sentais éveillé. Pour la première fois depuis des années, j'avais tracé une ligne qu'ils ne pouvaient pas effacer. Je ne leur coupais pas les vivres parce que j'étais en colère. Je leur coupais les vivres parce que j'en avais enfin fini de m'excuser de ne pas être assez brisé pour être aimé par eux. Puis, 3 jours plus tard, quelque chose que je n'avais jamais vu venir s'est produit. La clinique m'a appelé. Ils voulaient me remercier d'avoir recommandé mon ami pour leur poste vacant. Apparemment, ma sœur s'était présentée à l'entretien. Non seulement ça, mais elle avait accepté le poste. Quand la clinique a appelé, j'ai failli ne pas reconnaître le numéro. J'ai répondu par habitude, m'attendant à un spam ou à un mauvais numéro. Au lieu de cela, c'était la femme à qui j'avais parlé une semaine plus tôt à propos du poste d'assistante. Je voulais juste vous remercier d'avoir recommandé Madison. Elle a passé son entretien lundi, a commencé aujourd'hui. Jusqu'ici, tout va bien. Je suis resté assis en silence pendant une seconde. Madison a accepté le poste. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'elle avait jeté les papiers à la poubelle dès son retour à la maison, qu'elle avait peut-être crié sur moi dans des discussions de groupe pendant une semaine, mais elle était en fait allée jusqu'au bout. Cela signifiait l'une des 2 choses suivantes, soit elle avait vraiment touché le fond, soit quelque chose avait changé. Quoi qu'il en soit,
j'étais intrigué. Je ne l'ai pas contacté. Je ne l'ai pas félicité. J'ai juste attendu. 4 jours plus tard, j'ai reçu un texto. J'ai commencé le travail. C'est correct. Ne t'habitue pas à ce que je te remercie. Mais aussi, je ne démissionne pas. Alors voilà. C'était tout. Pas de cœur, pas de smiley, juste des faits. Et cette petite étincelle de fierté têtue qu'elle avait toujours eue, servant enfin à quelque chose d'utile pour une fois. J'ai failli répondre, mais je ne l'ai pas fait. Quelques jours plus tard, c'est mon père qui a cédé. Il a appelé et a demandé si le poste à l'entrepôt était toujours disponible, disant qu'il y avait réfléchi. Je ne lui ai pas frotté le nez dedans. Je lui ai juste redonné le contact et lui ai dit que le type cherchait toujours. La semaine suivante, j'ai appris par mon cousin le même qui avait appelé pour chercher des ragots que ma mère avait pris le poste à la cuisine de préparation, discrètement, sans le dire à personne. Elle pointait sous un nom de famille différent, probablement trop gênée pour être vue en train de travailler dans un endroit qu'elle méprisait autrefois. Et moi? Je n'ai rien fait. J'ai observé. J'ai travaillé. J'ai vécu. Ils luttaient, bien sûr, mais ils assumaient enfin leur lutte. Et la meilleure partie? Ils ont arrêté de demander de l'argent parce que, au fond d'eux, ils savaient que je le pensais quand je disais que j'en avais fini. Un mois entier s'est écoulé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'envoyer un dernier message dans la discussion de groupe familial. Je ne l'avais pas utilisé depuis près d'un an. Elle avait toujours ce nom de groupe horrible que ma mère avait choisi, la famille Bam de Cœur. J'ai tapé, comme ça fait un moment, j'organise un pique-nique de suivi. Même endroit ce samedi. Venez si vous voulez. Personne n'a répondu, mais ils se sont présentés. Ma sœur est venue en blouse, directement du travail. Mon père avait l'air d'avoir déplacé des cartons toute la matinée. Ma mère portait un simple coupe-vent et aucun bijou. Pas de maquillage, pas de quiche, pas de fanfare. Nous nous sommes assis. Je ne les ai pas fait attendre cette fois. Je leur ai dit que je ne recommencerai pas à payer leurs factures. Que ce n'est pas parce que je gagnais plus que je devais plus. Que l'amour ne se mesure pas au nombre de virements directs que vous faites pour quelqu'un qui refuse de se tenir sur ses propres pieds. Ils sont restés assis en silence, pas en colère cette fois, juste fatigués, peut-être même pensifs. Et quand ils sont partis, personne n'a crié. Personne ne m'a blâmé. Personne n'a essayé de négocier. Parce que cette fois, ils savaient que je pensais chaque mot. Les jours qui ont suivi le deuxième pique-nique ont été calmes. Pas du genre hostile, mais du genre qui s'installe quand les gens réalisent qu'il n'y a plus rien à débattre. Plus de leçons de morale, plus de supplications, plus de faux-semblants comme si nous étions dans une sorte de bataille pour une garde financière. Ce deuxième pique-nique a brisé l'étrange illusion à laquelle nous nous étions tous accrochés. Ça ne s'est pas terminé par un départ dramatique cette fois. Ils sont juste partis comme des gens qui comprenaient enfin le poids de leur propre vie. Pendant des semaines, rien ne s'est passé. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai cuisiné pour moi et j'ai regardé quelques documentaires que j'avais remis à plus tard. Je ne me sentais ni en colère ni amer. Je me sentais juste stable. Puis de petits signes ont commencé à apparaître. Ma sœur a posté une photo de son badge d'identification sur Instagram. Pas de légende, juste un badge, sa main et le miroir d'une salle de bain publique. Avant, elle postait des photos de plage avec des cocktails et des légendes inspirantes comme « que des ondes positives ». Celle-ci était silencieuse, réelle. Quelques jours plus tard, mon père m'a envoyé un texto. J'ai obtenu ma certification de cariste aujourd'hui. Mon dos n'est pas ravi, mais c'est du bon travail. Pas de sarcasme, pas d'agressivité passive, juste ça. J'ai fixé le message pendant un moment. Il ne m'avait pas parlé comme ça depuis que j'avais 19 ans. La plus grande surprise est venue de ma mère. Je nettoyais ma boîte de réception tard un soir quand j'ai remarqué un courriel d'elle. Objet, pas de titre. Le corps contenait 2 phrases, je n'avais pas réalisé à quel point nous comptions sur toi jusqu'à ce que nous devions compter sur nous-mêmes. Nous essayons, même s'il est tard. Pas d'excuses dramatiques, pas de manipulation émotionnelle, juste une reconnaissance directe. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'elle disait quelque chose parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle essayait de me faire revenir dans son orbite. Et voici la partie dont personne ne parle.
Quand vous arrêtez de porter des gens qui pensaient que c'était votre travail, ils ne tombent pas simplement. Ils se dispersent, ils se démènent, ils s'adaptent. Ma sœur travaille à la clinique depuis plus d'un mois maintenant. Ses publications sont plus calmes, moins soignées. Elle a même commencé à suivre des cours en ligne le week-end. Je l'ai appris d'un ami, pas d'elle. Elle ne m'a pas envoyé de texto fier du genre « Regarde-moi ». Elle l'a juste fait. Mon père a pris le poste de gestionnaire des stocks. Il n'a pas manqué un seul jour. Il ne parle toujours pas beaucoup, mais maintenant, quand il le fait, ça sonne différemment comme s'il savait à nouveau qui il est. Ma mère, elle prépare de la nourriture à la cuisine de l'organisation à but non lucratif depuis des semaines. Elle organise des collectes de dons le dimanche. Elle se moquait des gens qui avaient besoin de ce genre d'aide, maintenant, elle est au coude à coude avec eux. Et moi ? Je gagne plus d'argent que je n'en ai jamais eu. Mais la partie importante, je le garde. Pas en le thésaurisant, juste en ne le saignant pas pour des gens qui me traitaient comme un filet de sécurité dont ils pouvaient aussi se moquer. J'ai commencé à planifier un voyage en solo, quelque chose que je n'avais jamais eu l'impression de pouvoir faire avant. Je l'ai réservé la semaine dernière. Vol aller simple. Pas encore de date de retour. Parfois, je pense à quel point il est étrange qu'il ait fallu que tout s'effondre pour que quelque chose de réel commence. Il fut un temps où je croyais que donner sans fin finirait par les amener à m'aimer davantage. Que si je me contentais de me montrer, de payer et de me taire, ils finiraient par me traiter comme quelqu'un digne de respect. Ils ne l'ont pas fait. Mais une fois que l'aide s'est tarie et que l'attente s'est brisée, quelque chose d'étrange s'est produit. Ils ont cessé d'être cruels. Ils ont cessé de se moquer de moi. Ils ont cessé de prétendre qu'ils étaient meilleurs parce que maintenant ils devaient se battre pour ce qu'ils voulaient. Et la partie la plus satisfaisante ? Ils le font vraiment. Ils sont loin d'être parfaits, je ne suis pas délirant mais ils bougent, ils gagnent leur vie, ils survivent. Et moi ? Je suis enfin libre. Non seulement de l'emprise financière qu'ils avaient sur moi, mais aussi de cette vieille croyance que je devais continuer à me sacrifier pour être vu. Je n'ai plus besoin qu'ils me voient parce que maintenant ils sont trop occupés à essayer de se voir eux-mêmes. Et c'est ça, en fin de compte, ce dont ils avaient toujours eu besoin, pas de mon argent, pas de ma pitié, juste d'un miroir. Et le silence qui suit une chute, c'est là que la vérité finit par parler. Je n'avais pas prévu de donner une autre mise à jour. Honnêtement, je pensais que l'histoire se terminait avec eux s'en allant et moi vivant enfin ma propre vie. Mais quelque chose s'est passé la semaine dernière qui semblait trop boucler la boucle pour ne pas le mentionner. J'étais dans ce petit café du centre-ville, en train de lire un samedi matin, quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma sœur en blouse, avec un gobelet à emporter dans une main et un sac de course dans l'autre. Elle avait l'air fatiguée, mais pas d'une fatigue feinte comme avant. Une vraie fatigue fonctionnelle. Elle a souri maladroitement. J'ai hoché la tête. Elle s'est assise sans demander. Nous n'avons pas parlé du passé. Pas d'excuses, pas de ressassement de ce qui avait été dit. Nous avons juste parlé du travail, du temps qu'il faisait et de la bizarrerie de vieillir. Elle a mentionné Ethan une fois, nonchalamment, comme quelqu'un mentionnerait un ancien collègue. Je n'ai pas posé de questions. Avant de partir, elle a fait une pause et a dit doucement, « Tu avais raison. Nous en avions besoin. De tout ça. » Puis elle est sortie, et c'était tout. Quelques jours plus tard, j'ai eu des nouvelles de mon père. Il m'a envoyé la photo d'un barbecue qu'il avait acheté avec son propre satané salaire. C'est ce qu'il a écrit. Ma mère a commencé à organiser une collecte de nourriture locale. Elle m'a envoyé un prospectus par courriel ne demandant pas d'argent, juste si je voulais le partager. Pour une fois, ils n'ont pas besoin de moi. Pas comme avant. Et pour une fois, ça me va d'être juste leur frère, juste leur fils, pas leur banque, pas leur plan de secours, juste maçonne.